Ah, je l'avais pas vu celle-là. Du monde, je sais pas si ça tiendra sur la carte aujourd'hui. Vous êtes nombreux, j'ai plus de place. Cette pellicule. Tiens, il a dit que c'était un blé ça. Et je suis venu avec mon truc électrique quand même. Hein. T'en veux pas? Non, ça c'est mieux. Ah. C'est comme ça, hein? N'est-ce pas, Daniel? De boulanger pour augmenter la fermentation, pour accélérer la fermentation. Ah, les recettes, t'as vu les spécialistes? Ah, mais là, c'est des... j'ai un bouquin de recettes anciennes, il y a au moins je crois, 200 recettes dessus. Entre les vins, les liqueurs, les sirops, les confitures. Tu fais que le vin de noix, non? Oui, on a fait du vin de groseille, on a fait du vin de rhubarbe, on a fait du vin de gratu, on a fait du vin de toutes sortes. Gratuit? Vin de gratu, oui, c'est bon aussi. Il a trouvé l'endroit sympathique, donc forcément. Hein, voilà. Donc on va donc conclure cette journée sur le terrain pour vous, dans cette visite. Alors un petit rappel historique. On va se situer en 1860 en France. 1860. Second Empire, Napoléon III, c'est le monsieur avec la barbichette sur les gravures. Bon, ce monsieur, c'est pas du tout le chef de guerre qui était son oncle, hein. Lui c'est plus les jupons des dames, les châteaux, Compiègne, Biarritz, il aime bien aussi. Il assainit un petit peu Paris, hein. Ce sont quand même les travaux haussmanniens, les goûts de Paris. On commence à penser au métro, hein. On va le construire un peu plus tard, mais on commence à y songer déjà. On est sur un ensemble d'états, de duchés, de comtés, de villes hanséatiques, donc de villes autonomes. Hein. Je pense notamment à Hambourg et à Brême. On est un total de 44 petits morceaux quand même. Hein, vous voyez, c'est autre chose que les 11 Länder de la République fédérale allemande après, mais on est sur 44 petits états. Deux gros morceaux quand même commencent à dominer cette future Allemagne, ou ce futur Reich, c'est la Prusse et la Bavière. Donc Napoléon III va charger un colonel qui va devenir célèbre par la suite, colonel Serré de Rivière, de vérifier l'état de défense de la France. Donc il va faire l'inventaire des fortifications. Je vous ai dit, les fortifications de la France sont comme Vauban les avait laissées 2 siècles et demi avant. Ça veut dire que dans la région, nous avons Bitche qui est fortifié, nous avons Montmédy, nous avons Longwy, nous avons Phalsbourg, nous avons Marsal. Hein, nous avons donc des places fortes avec des remparts de terre. À Metz, c'est pareil. À Metz, le rempart de terre existe encore. Si vous préférez, le boulevard Foch d'aujourd'hui, hein, donc porte des Allemands, jusqu'à l'entrée de l'autoroute, mais l'autoroute vous l'enlevez, hein, donc on va dire jusqu'à le coin de la citadelle qui est devenu par la suite le palais du gouverneur, hein, donc jusqu'à l'angle là de la ville, il y avait un rempart de terre, 35 mètres à la base. Donc nous voilà donc au début de l'annexion, une annexion pour presque un demi-siècle, pour 48 ans, nous allons devenir allemands, enfin prussiens, allemands, et donc très rapidement les Allemands vont transformer Metz en vitrine de tout leur savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils vont imposer ici leur administration, leur urbanisme, leur savoir-faire industriel, leur savoir-faire militaire. Donc très rapidement, ils vont araser le boulevard de terre qui est gêne au centre-ville, il est devenu obsolète. Ils vont continuer cette ceinture fortifiée intérieure en y intercalant des forts. Donc on est toujours sur un même principe de fort, on est toujours sur des forts qui sont sur cette forme-là, donc alors sur des plateformes plus ou moins empierrés pour pouvoir tirer. Ce sont des canons qui tirent à peu près à 4 km, 4 km et demi. Voilà la portée des canons. Souvent les canons sont encore lisses, hein, ils n'ont pas encore de rayures, on va en reparler tout à l'heure, des rayures, et se chargent par la bouche, donc ils se chargent par l'avant. Donc ça prend un certain temps pour charger. Un obus de plus en plus intelligent, hein, on passe du boulet de pierre, du boulet d'acier, du boulet avec une mèche, on passe maintenant sur un obus qui a une fusée. Une fusée, si vous préférez, c'est un dispositif comme une minuterie qui fait exploser l'obus là où on veut, quand on veut. Et à partir de 1890, donc, on voit cette deuxième ceinture qui commence à se construire avec un rayon de pratiquement 12 à 15 km de la ville, avec une nouvelle génération de forts qui sont les Festen. On avait un nom allemand, un nom de baptême. Donc tous ces forts s'appelaient donc Kaiser Wilhelm, Kronprinz, Prinzessin, Kaiserin,
Donc toute la famille impériale y a passé. 2 forts font exception. Il y a Feste Lothringen, du nom de la région Lorraine, et Feste Wagner. Donc vous êtes ici actuellement à la Feste Wagner, qui a été rebaptisée en 1918 groupe fortifié Lehn. En 1918, quand les Français ont repris ces forts, ils ont rebaptisé ces noms allemands en noms français. Ils ont pris des batailles de 14-18, de préférence des victoires. On se souvient beaucoup mieux des victoires que des défaites, hein. sauf Waterloo peut-être. Donc effectivement, ils ont rebaptisé ces forts. Donc c'est pour ça qu'on trouve la Marne, l'Isère, c'est pareil, c'est un fleuve, une bataille. Hein, Lehn, bien sûr, bien connu aussi. Verdun, hein, c'est pas la ville de Verdun, c'est le groupe fortifié Verdun. Bon, le colonel Drian a eu un fort d'attribué. Et Jeanne d'Arc, elle a eu un fort. Alors, dans la liste allemande, il y avait un seul nom féminin. Dans la liste allemande, il y avait un seul nom féminin. Feste Kaiserin. Kaiserin, c'est l'impératrice. Le seul nom féminin a été remplacé par un nom féminin. Comme ils avaient avec Jeanne d'Arc. Non, il y avait pas Simone Veil. Il y avait estimé leur calibre en centimètres à l'époque pour tous les canons. Donc aujourd'hui, je colle à la réalité, je vous parlerai qu'en centimètres. Sauf une seule fois, et vous verrez tout à l'heure, je parlerai en millimètres. La vérité historique. Ça, c'est une batterie indépendante. Il a pas les premières portes, les 2 premières portes, c'était la petite caserne avec une petite cuisine, un petit lieu de couchage pour une quarantaine de bonhommes. Et la deuxième porte, la troisième porte où vous avez rentré, c'était pour le stockage des munitions dites sensibles, comme Raymond vous a parlé. Et avoir un butoir à peu près juste avant la rambarde. Le premier wagon, c'était tout ce qui servait pour la bouffe, pour la cuisine. Donc munitions. Deuxième wagon spécial, troisième wagon munitions. Un autre wagon spécial, un wagon de munitions, puis avec les soldats par option. La pièce qui fait à peu près une quinzaine de tonnes arrive ici. Il y a toute une série de trous qui sont les uns au-dessus des autres. Et on enfonce la petite vis. On a les 3 heures. Et puis s'il y a des gens qui sont pressés, vous voyez l'angle à peu près comme ça. Et une grosse usine. C'est pas un pot à mousson même, c'est un pot à mousson, il n'y a plus que le siège, c'est les lots, les rapates à mousson. Souvent ils étaient humides, puis avec la... C'est dur, hein? C'est dur de monter la côte, hein? On marche tellement vite. On nous dit le TGV. Hein. Ah oui. Ouais. Là, il vous manque plus le casque à pointe, quoi. Les ronces métalliques, le barbelé ne sert qu'aux paysans pour garder les vaches et pour garder les prisonniers. Et sinon, si vous vous promenez, il faut rester sur les chemins en respectant les travaux qu'on a fait. Vite semis en escargot, on les appelle les escargots. Mais comme on est modellant, il y en a beaucoup, on appelle ça les schnecks. Vous mettez le beau poteau et après vous rebossez la terre et après vous mettez tout l'entrelac de fil de fer. Les Allemands, ils ont fait déterrer dans les années 41-43 par des prisonniers russes dans le fort Guilange pour les mettre sur une partie du mur de l'Atlantique. Nous, l'usine était complètement pillée, dévastée. Il faut qu'on a l'autorisation d'aller récupérer un moteur par l'armée. Mais avant d'aller le démonter et puis le remettre en état, il faut qu'on remette en état complètement une partie au moins de l'usine. C'est la batterie cuirassée pour 4 obusiers. 1, 2, 3, 4. Les 2 tourelles qui sont sur le devant, là, juste derrière les chats, on nous a enlevé le pied dans les années 70. On nous a laissé que le chapeau. Mais le chapeau ne tient pas le tube parce que le tube est tenu par le pied. On le verra tout à l'heure quand on sera dans la batterie de 10. Alors voilà ce que c'est à l'intérieur. Ça, c'est le plan d'origine allemand des années 1900. Vous avez la tourelle. Là, la partie carrée qui porte le tube. Un volant de manœuvre pour le tourner, un autre volant de manœuvre pour tout tourner. Ça c'est pour lever l'ensemble et ça c'est pour tourner l'ensemble. Il y avait une porte qui était là-bas, on la verra mieux tout à l'heure. Vous avez une grille qui était ici avec des portes. Juste en face de nous on voit un petit bâtiment perpendiculaire avec des meurtrières, ça s'appelle une caponnière.
Tire un coup. Relève la connasse. Alors c'est comme tous les bâtiments, il faut faire de la maçonnerie. Alors là on va faire un peu de maçonnerie. Donc du coffrage, de la ferraille et on coule le béton. Là, elle est comme ça, donc elle est rebutée. Soit elle prend une forme totalement géométrique, ce qu'on appelle une forme patatoïde. Alors la forme là, on peut la redresser en fonction d'une propriété du cuivre, qui est le recuit. Donc il y a une douille qui rentre là-dedans et une chemise qui passe au-dessus et on le remet au calibre de 10. Et pour voir si c'est bon, ici on a un gabarit. Alors nous on a préféré de mettre notre Betacorde ici. La Betacorde c'est un porte-projecteur de campagne. Et après le combat, on descendait, on pliait, on remballait le projecteur. Alors, le temps qu'il le décharge, moi j'ai mon strapontin. Ici, vous avez un anodin, donc on l'amène, qu'on appelle en renard. Ici, la petite roulette qui entraîne la grosse roulade. Et là, il y a une chaîne, un point meunier. On ne les a pas mis parce qu'elle est en train de sourire. Même le cul, il est sourire. Et ça entraîne le ventilo. Et le ventilo, c'est juste la partie là. Et voilà. Ici, vous êtes costaud. Vous voulez monter là-dessus, s'il vous plaît? Ici, le but c'est d'arriver à tirer sur l'ennemi quand il approche. Donc il faut savoir où il est d'abord. Oui. Donc on tourne la tourelle en direction de l'ennemi. Pour tourner cette tourelle, vous allez actionner la manivelle de gauche. Voilà. Allez, attendez. J'allais trop vite, c'est ça hein? Donc les 5760, ça correspond à chacune des petites graduations qui se trouvent là. Vous voyez, bon, c'est pas très bien éclairé. Hein. Qui tient de l'autre côté avec des câbles et qui le cylindre monte au fur et à mesure que cette partie descend. Donc ça équilibre les deux forces. Et séparé de la douille. L'obus seul pèse 42 kg. Hein? On met la charge de poudre indépendante du voilà, il faut enfourner l'obus, il faut le mettre assez loin, c'est l'obusier, le mettre assez loin pour qu'il prenne dans les rainures. Ah, oui. Ensuite on met la charge derrière, la bourre derrière, et ensuite la douille, et ensuite on tire. Là vous voyez la tête, et il y a comme un trappe de câble, la pitante et autres feuillotés, là c'est le petit 3 étoiles de l'armée. Et la vapeur, à place de s'égayer dans l'immeuble et un peu tout le monde avec les chavantelles sous la table, la vapeur est récupérée pour chauffer de l'eau, pour pouvoir laver le sol. La définition, c'est l'aigle allemand ouvre majestueusement son envergure, l'aigle il est là. Pour la guerre de Troie, cela doit réussir. Et ce qui est surtout très important pour nous, et même pour d'autres chercheurs, pardon, c'est qu'elle est signée par un certain Ernst Koch, qui habitait à Kiel, qui faisait partie de la 4e compagnie de Landsturm, l'infanterie de bataillon de Oppel numéro 9, 1916. Deux projecteurs. Un ici, d'une grande portée à peu près de 2000 mètres. Un deuxième projecteur de petite portée, on va dire à peu près 400-500 mètres. Alors, ce ne sont pas des piles, ce sont des charbons. Là, on va partir plutôt de l'obus explosif portée 3000 mètres. C'est pour surtout combattre l'arrière